Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous avec votre pays et l'heure qu'il est en ce moment. Que ce soit le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France, je veux savoir. Ne restez pas les bras croisés, dites-moi où vous êtes dans le monde. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. L'aire de la base interarmée de Kodiak, un centre d'entraînement isolé et impitoyable, creusé dans la nature sauvage de l'Alaska, était si froid qu'on aurait cru respirer des éclats de verre microscopiques. C'était un lieu conçu pour réduire un soldat à l'essentiel, sa volonté et ses muscles, puis le reconstruire pour en faire quelque chose de plus solide. C'est ici, sur le terrain de manœuvre durci par le gel, que le sergent-chef Kellen K. St. John se retrouva dans le viseur d'une légende vivante. Elle démontrait une nouvelle technique d'ancrage en rappel à un groupe de jeunes sapeurs de combat, ses mouvements précis et économes, lorsqu'un silence s'abattit sur le bataillon rassemblé. Un silence né de la peur et du respect, un silence qui ne pouvait signifier qu'une chose. Le général Alistair Stonewall Vance était sur le terrain. C'était un spectre 4 étoiles d'une époque révolue, un homme dont l'histoire opérationnelle était inscrite dans le folklore militaire, et dont la personnalité était réputée aussi inflexible que le granit de son surnom. Sa visite était inopinée, son but inconnu, mais sa seule présence suffisait à faire sentir l'air glacial 10 degrés plus froid. Le général Vance avançait avec la lenteur et la gravité posée d'un homme qui n'avait jamais eu à se presser de sa vie. Son aide de camp, le lieutenant-colonel Dutch hollandais, perpétuellement tendu, se précipitait à quelques pas derrière lui, un bloc-notes serré dans sa main gantée. Le regard de Vance, d'un bleu pâle et glacial, balaya les soldats, écartant la plupart d'un regard. C'était un partisan de la vieille école, un fervent partisan de la doctrine de la force écrasante. Il voyait la guerre comme une lutte de masse et de puissance, où l'on brise l'ennemi à coups de masse et non de scalpel. Son regard se posa finalement sur le sergent-chef St. John. Ce n'était pas un soldat imposant physiquement, sa force résidait dans les lignes fines et efficaces d'un loup, et non dans la masse imposante d'un ours. Pour Vance, elle incarnait une nouvelle philosophie militaire qu'il méprisait, une philosophie qui privilégiait la stratégie, la technologie et ce qu'il considérait comme une précision excessivement prudente à l'agression pure et simple. Il changea de cap, ses bottes cirées craquant sur le gravier gelé alors qu'il se dirigeait directement vers elle. Il s'arrêta devant elle, la force de sa personnalité telle une onde de pression palpable. Les ingénieurs qu'elle formait se figèrent, leur regard rivé sur un point lointain, cherchant à se rendre invisible. « Sergent-chef St. John », commença Vance d'une voix grave et grave, comme un grondement de baryton qui semblait vibrer jusqu'aux os de K. « J'ai examiné les derniers rapports de terrain. Vos nouvelles tactiques d'engagement à effet de levier ont fait couler beaucoup d'encre. On a beaucoup parlé de minimisation des risques et de maximisation de l'efficacité. » Il la contourna lentement, le regard analytique et profondément critique. « À mon époque, on ne minimisait pas les risques. On fonçait droit dessus. On les submergeait. On les brisait. C'est ainsi qu'on gagne les guerres, sergent-chef. Non pas par des algorithmes et des tours de passe-passe sophistiqués, mais par des soldats qui ont le feu au ventre et la force de mettre l'ennemi sur son dos. » Il s'adressait à elle, mais sa voix était si aiguë que tout le bataillon pouvait l'entendre. Il voulait faire passer un message, et elle était l'objet de sa leçon. K resta parfaitement immobile, détendue mais prête, le regard respectueusement fixé sur son insigne de grade, refusant silencieusement de se laisser appâter par son regard. Son calme ne semblait qu'attiser son dédain. Il s'arrêta de nouveau devant elle, un sourire cruel et condescendant aux commissures des lèvres. « Tu es l'incarnation même de cette nouvelle approche délicate. Que de théorie, que de technique. Mais je parie qu'une forte rafale de vent pourrait te faire tomber. » Il laissa l'insulte planer, le silence amplifiant son poids. Il se pencha, sa voix se réduisant à un murmure théâtral, plus sonore qu'un cri. « Je vais vous dire, sergent-chef. Je suis un homme qui croit qu'il faut joindre le geste à la parole. Le dernier exercice de remise des diplômes est l'épreuve d'endurance de la lance d'Odin. L'obstacle final est une ascension verticale. Si vous parvenez à me faire tomber, si vous parvenez à me faire tomber sur le dos, ne serait-ce qu'une seconde, pendant cette dernière ascension où je vous ferai personnellement un chèque d'1 million de dollars. » Un halètement collectif et audible parcourut les soldats figés. C'était un défi impossible et humiliant. Une exécution publique de sa carrière. Le sourire de Vance s'élargit. Il la tenait. Mais K releva la tête, pour la première fois, ses yeux sombres et intelligents croisèrent les siens. Le calme qui les entourait avait disparu, remplacé par un feu glacial et concentré. « Préparez le chèque, général, dit-elle d'une voix douce,
mais qui résonnait à travers le terrain de parade avec la force d'un coup de fusil. Cette nuit-là, les aurores boréales peignaient le ciel au-dessus de la base interarmée de Kodiak d'un voile vert et violet changeant et éthérique, mais Cassin. John n'en voyait rien. Elle se trouvait dans le silence caverneux et éclairé du dépôt principal d'équipement, un lieu qui sentait l'acier huilé, le nylon et le caoutchouc froid. Tandis que les autres soldats cherchaient chaleur et repos, Ka cherchait du réconfort dans le rituel. Elle démontait, nettoyait et remontait méticuleusement son matériel d'escalade, ses mains bougeant avec une grâce innée et inconsciente. Chaque clic d'un mousqueton, chaque traction d'une came était une prière à un fantôme. Ce défi lancé par le général Vance n'était pas une question d'argent, ni simplement de fierté professionnelle. C'était un règlement de compte, une confrontation avec un passé inextricablement lié à la doctrine inflexible du général. Il s'agissait de son mentor, le commandant Alex Rook Bishop. Rook était un visionnaire, un brillant ingénieur de combat qui voyait l'avenir de la guerre non pas dans des bombes plus puissantes, mais dans des soldats plus intelligents. Il croyait à l'influence, à l'utilisation de la physique, de la psychologie et de l'environnement lui-même comme arme. Il apprit à K à voir le champ de bataille non pas comme une surface plane, mais comme un puzzle tridimensionnel d'angle et de force. Ne combat jamais à la loyale, K, disait-il avec un sourire ironique tandis qu'il s'exerçait à des techniques d'attaque non conventionnelles. Le combat à la loyale est pour ceux qui aiment perdre. Ne rivalisez pas avec leurs forces. Trouvez leurs faiblesses. Trouvez le point critique où la moindre pression peut provoquer un échec catastrophique. Soyez le scalpel, pas le marteau. C'était une étoile montante, un homme destiné à changer la façon dont l'armée combattait. Et le général Vance l'avait méprisé pour cela. Le souvenir qui l'animait était vif et froid comme l'air de l'Alaska. Il s'agissait d'un exercice d'entraînement 5 ans plus tôt, dans les montagnes afghanes. L'équipe de Rook avait pour mission de neutraliser une place forte ennemie simulée sur une falaise en haute altitude. Rook avait conçu un plan brillant et peu risqué, impliquant une ascension technique par une formation en cheminée censée être infranchissable, qui leur permettrait de contourner toutes les défenses principales de l'ennemi. Le général Vance, alors commandant du théâtre d'opération et observateur de l'exercice, avait immédiatement opposé son veto au plan. À la radio, d'une voix empreinte de mépris, il avait qualifié la stratégie de Rook des « approches lâches ». Il leur avait ordonné de lancer un assaut frontal direct sur la paroi principale, au cœur de la zone de destruction de l'ennemi simulé. Il avait qualifié cela de « test de courage ». Rook, tenu par son devoir, avait obéi à l'ordre. Il avait mené son équipe sur la paroi dangereuse. L'exercice utilisait la simunition et des pièges, déclenchés électroniquement pour simuler des conditions réelles. L'un de ces pièges, placé sur une section rocheuse instable que Rook avait soigneusement évité lors de son plan initial, avait déclenché un éboulement léger, mais significatif. Ce ne sont pas les rochers qui l'ont tué. C'est la chute. Son amarre, soumise à la charge de choc soudaine et violente, s'était rompue. L'enquête officielle avait conclu qu'il s'agissait d'un événement unique sur 1 million. Une tragédie inévitable. Mais K connaissait la vérité. C'était une mort évitable, causée par une doctrine d'orgueil et par un commandant qui privilégiait la bravade à la vie de ses hommes. Vance n'avait jamais subi de conséquences. Il avait simplement continué sa route, sa légende intacte, laissant K avec un trou dans sa vie et une détermination brûlante au cœur. Elle acheva de nettoyer un dispositif de cam, le métal froid et solide dans sa main. Elle revit le sourire de Rook, puis le remplaça par le sourire condescendant du général Vance. Ce n'était pas seulement un défi. C'était l'occasion de terminer ce que Rook avait commencé. C'était l'occasion de prouver, sur la scène la plus publique possible, que le scalpel pouvait bel et bien abattre le marteau. « Celui-ci est pour toi, Rook », murmura-t-elle dans le silence et l'espace du dépôt. Le général Alistair Vance se tenait devant la baie vitrée de sa suite de commandement temporaire, une aire vitrée surplombant l'immensité de la base interarmée de Kodiak. Les pics déchiquetés et enneigés de la chaîne de l'Alaska se dessinaient à l'horizon, une vue que la plupart trouveraient époustouflante. Vance, cependant, la considérait comme un outil. Le paysage était une enclume, et les soldats en contrebas étaient le fer brut qu'il était chargé de marteler pour en faire des armes. Il tenait un lourd verre en cristal rempli de whisky single malt, dont le liquide ambré reflétait la faible lumière de l'après-midi. La glace dans son verre formait une sphère parfaite et transparente, témoignage de sa conviction que tout ce qui valait la peine d'être fait méritait d'être fait avec précision et autorité, voire avec détente. Son aide de camp, le lieutenant-colonel hollandais,
se tenaient à une distance respectueuse, la posture rigide, une tablette numérique à la main. Hollandais était un homme qui avait bâti sa carrière sur un principe simple, trouver le plus gros lion de la jungle et veiller à ce que son pelage soit toujours brossé. Les conversations sur le réseau de la base sont importantes, monsieur, rapporta Hollandais d'une voix soigneusement neutre. Le chiffre d'1 million de dollars, comme on pouvait s'y attendre, devenu viral. Il l'appelle le pari de Stonewall. Vance but une longue gorgée de son scotch, un léger sourire satisfait aux lèvres. Let's bavard, Dutch. Le moral est une monnaie. Parfois, il faut dépenser un peu pour créer un spectacle. Le spectacle crée la concentration. Et en ce moment, toute cette base est concentrée sur les principes fondamentaux du combat. Il se détourna de la fenêtre, son regard glacial se posant sur son aide de camp. Dites-moi, que pensez-vous du sergent-chef Saint John? La question était un test, et Hollandais le savait. Une mauvaise réponse pouvait être un faux pas fatal à sa carrière. C'est un soldat exemplaire, monsieur. Techniquement compétent. Très intelligent. Ses résultats sont constamment dans le haut du classement, récita Hollandais, s'en tenant au compte rendu officiel. Vance fit un geste dédaigneux de la main. Du papier. Tout ça n'est que du papier. Je ne vous demande pas de me lire son dossier. Je vous demande votre évaluation en tant que guerrier. Hollander degluted ETS adapta. Monsieur, elle représente une certaine école de pensée moderne. Efficacité. Approche asymétrique. Il choisit ses mots avec la prudence d'un homme marchant dans un champ de mines. Une approche qui, diront certains, est bien adaptée à la complexité des conflits modernes. Vance laissa échapper un rire bref et sec, dénué de tout humour. Complexité? La nature de la guerre n'est pas complexe, Dutch. Elle est d'une simplicité brutale et magnifique. Un homme résiste, l'autre tombe. Une volonté s'impose, l'autre est brisée. Nous avons passé 2 décennies à céder à ces complexités, et qu'est-ce que cela nous a apporté? Une génération de soldats qui pensent qu'une frappe de drone est un substitut à la conquête d'une colline. Des hommes qui ont peur de se salir les mains. Il se dirigea vers une grande photographie encadrée accrochée au mur. C'était une image en noir et blanc de lui, jeune capitaine engagé dans une guerre de jungle oubliée, couvert de boue, un drapeau ennemi capturé brandi, un air de triomphe sombre et sauvage sur le visage. C'est un soldat, dit-il d'une voix basse et fervente. C'est ce que nous avons perdu. C'est ce que j'essaie de ramener. Il y croyait sincèrement. Dans son esprit, son défi public à Cassin. John n'était ni un acte d'intimidation ni une arrogance. C'était une leçon nécessaire, théâtrale. Il la voyait comme l'incarnation de tout ce qu'il combattait, une armée devenue trop cérébrale, trop prudente, trop dépendante de la technologie, dans ses plus sombres craintes, trop féminine. Il pensait qu'en faisant d'elle un exemple public, en montrant à toute la base que ses techniques ingénieuses ne faisaient pas le poids face à sa puissance brute et masculine, il pourrait choquer le système. Il pourrait leur rappeler à tous ce qu'était la vraie force. Elle échouera, dit Vance en se tournant vers Hollandais, la conviction absolue. Elle escaladera ce mur, et je l'attendrai. Et quand son courage s'effondrera, chaque soldat de cette base le verra. Ils verront qu'il n'y a pas de substitut au pouvoir. Ils apprendront que le marteau brisera toujours, toujours, le scalpel. Hollander hocus simplement la tête. Oui, monsieur. Il n'osait pas exprimer la pensée qui se formait dans son esprit. Un scalpel, entre de bonnes mains, n'a pas besoin de briser le marteau. Il lui suffit de trouver le nerf et de couper. Le défi lancé par le général avait fracturé le paysage social de la base. Les casernes, les réfectoires et les gymnases bourdonnaient de débats, les conversations s'élevant à un bourdonnement sourd et constant, malgré la routine quotidienne de l'entraînement. La base était désormais divisée en 2 camps tacites. La majorité, notamment parmi les sous-officiers les plus âgés et les fantassins, soutenait Vance. Ils voyaient dans son défi un correctif nécessaire, un retour au vrai métier de soldat. Pour eux, Saint John était une exception, rat de laboratoire, dont les théories étaient valables en classe, mais inutiles dans la boue. Ils parlaient d'elle avec un mélange de pitié et de mépris, plaisantant sur ce qu'elle pourrait faire avec l'argent qu'elle ne gagnerait jamais. Les paris, organisés sur des canaux de discussion cryptés, étaient largement en faveur du général, avec des cotes atteignant 50 contre 1. L'autre camp était plus petit, plus calme, mais tout aussi fervent. Il comprenait les sapeurs de combat qu'elle avait formés, les analystes du renseignement qui appréciaient son esprit stratégique, les pilotes qui avaient collaboré avec elle lors d'exercices interarmés et un nombre important de femmes soldats de la base.
Elle percevait le défi de Vance pour ce qu'il était, une tentative publique d'intimider et d'humilier une philosophie qui menaçait la sienne. Elles offraient à K des signes subtils de soutien, une table partagée aux messes, un signe de tête discret d'encouragement, une barre énergétique supplémentaire déposée près de sa couchette. Elles ne parlaient pas fort, mais leur solidarité était un courant silencieux et puissant qui allait à contre-courant de l'opinion publique. K ressentait leur soutien, et c'était un petit bouclier contre la tempête de surveillance qu'elle subissait désormais. Un soir, alors que K était au centre des opérations tactiques, effectuant des diagnostics sur un nouveau drone de cartographie du terrain, une silhouette s'approcha discrètement de son poste de travail. Il s'agissait de l'adjudant-chef 4 Elias X. Corbin, figure légendaire de la cyberguerre et du renseignement d'origine électromagnétique. X était un « fantôme », un homme qui existait à peine officiellement, mais dont les empreintes digitales figuraient sur chaque opération majeure des 15 dernières années. Il était dégingandé, avec un regard perpétuellement fatigué qui trahissait un esprit évoluant à la vitesse de la lumière. Il posa une tablette militaire renforcée sur son bureau. « Vous cherchez l'avantage », dit-il d'une voix basse et rauque. Ce n'était pas une question. Vance ne va pas simplement vous surpasser en force. Il va tricher. K leva les yeux des commandes de son drone, les sourcils haussés d'un air interrogateur. X se pencha plus près, la voix encore plus basse. Vance est de la vieille école, mais il n'est pas stupide. Il sait que tu es un stratège. Il s'attend à ce que tu aies un plan. Alors il élabore le sien. J. Surveil les Communications Interns. Il a demandé à Hollandais de consulter les registres de construction et d'entretien originaux de tout le parcours, la lance d'Odin. Il les étudie, cherchant des moyens de saboter subtilement ton itinéraire ou d'exploiter une faiblesse qu'il connaît et que tu ignores. Il truque les cartes, s'assurant que la maison gagne toujours. L'information était glaciale. Elle s'attendait à un défi physique, à une lutte de pouvoir. Elle n'avait pas anticipé une tricherie pure et simple, préméditée. « Pourquoi me dites-vous ça, chef ?» demanda K à voix basse. X passa une main dans ses cheveux clairsemés. « Parce que j'ai eu un type comme Rook autrefois. Un mentor. Il m'a tout appris sur le code. Il a énervé un colonel qui pensait que la cyberguerre était un truc de nerd. Le colonel a fait en sorte que le projet de mon mentor soit coupé dans son financement une semaine avant qu'il ne révèle une faille majeure dans la sécurité de notre propre réseau. 2 mois plus tard, une puissance étrangère a exploité cette faille. Nous avons perdu des années de renseignements. Le colonel a reçu une médaille pour avoir géré la crise. Le système protège les siens, sergent-chef. Les types comme Vance, ils n'aiment pas seulement les nouvelles idées. Ils en ont peur. Il tapota la tablette qu'il avait posée sur son bureau. Vance a demandé à Hollandais de récupérer les journaux. Mais il ignore que c'est moi qui ai conçu le système d'archivage. Il consulte les archives officielles. Je vous donne mes archives. Les données brutes. Chaque test de résistance, chaque réparation, chaque note d'ingénieur jugée trop insignifiante pour figurer dans le rapport final. Il lui adressa un rare sourire. Il lit le livre. Je vous donne l'exemplaire annoté de l'auteur. Trouvez un moyen de l'utiliser. Sur ce, il se redressa et s'éloigna, se fondant à nouveau dans l'ombre du centre des opérations, laissant à K la seule chose qui pourrait égaliser les chances, l'information. Le général Vance était un homme qui comprenait le pouvoir du récit. Il savait que pour que sa leçon ait un impact maximal, il devait établir un schéma clair de sa domination face à l'incompétence de K bien avant l'ascension finale. Il avait hâte de recevoir la lance d'Odin. Il devait la briser maintenant, ébranler sa confiance dans un environnement contrôlé où son échec serait indéniable et public. Il chargea le lieutenant-colonel Hollandais de concevoir une nouvelle simulation d'entraînement imprévue pour l'unité de K. Nom de code Icefall, c'était un chef-d'œuvre de guerre psychologique déguisé en exercice de préparation. Le scénario était le pire cauchemar d'un commandant. Une petite équipe de scientifiques d'un avant-poste de recherche arctique isolé avait été prise en otage par les forces spéciales rebelles d'une nation rivale. Pour compliquer les choses, les ennemis avaient armé une charge cryosismique, un engin qui, en cas d'explosion, tuerait non seulement tout le monde, mais aussi fracturerait le glacier sur lequel l'avant-poste était construit, détruisant ainsi des années de précieuses données climatiques. La mission était une mission délicate, à 3 volets. Sauver les otages, neutraliser les hostiles et désarmer l'appareil complexe, le tout dans un environnement glacial avec un compte à rebours. K et son équipe furent précipités hors de leur caserne sans prévenir et conduites dans la salle de simulation immersive avancée,
Une merveille de haute technologie capable de reproduire n'importe quel environnement avec une fidélité stupéfiante. Dès que les portes se fermèrent, la température s'effondra et les murs se transformèrent en une vue à 360 degrés d'un champ de glace balayé par le vent. Le sol se déplaça, imitant le terrain accidenté et périlleux. L'air se remplit du hurlement d'un vent numérique. Dans leur casque, la voix du général Vance résonna, froide et omnisciente. Votre chronomètre démarre, sergent-chef. Les otages sont dans le module d'habitat principal. L'appareil est dans le géodôme. Vous avez 45 minutes avant que la charge n'explose. Échouer à l'un de vos objectifs et la mission entière sera un échec. Commencez. Il était le dieu de ce monde, et il l'avait conçu pour être ingagnable. La première réaction, celle sur laquelle Vance comptait, fut de diviser l'équipe, envoyer une escouade sur les otages et une autre sur la bombe. C'était la réponse classique. C'était aussi un piège. K, debout au centre de la tempête simulée, prit 30 précieuses secondes pour analyser le flux tactique en direct transmis à son affichage tête haute. Elle vit l'agencement de l'avant-poste, les signatures thermiques des ennemis, les schémas du dispositif cryogénique que la tablette Dex lui avait permis d'entrevoir. Elle vit le piège. Les otages étaient un appât. Le gros des forces ennemies était retranché autour du géodôme, protégeant la bombe. Un assaut direct sur l'un ou l'autre emplacement serait suicidaire. Hollandais, donnez-moi une superposition thermique à spectre complet, ordonna-t-elle au spécialiste technique de son équipe. Le monde se transforma en une vision rouge, jaune et bleue. Et voilà. Une fine ligne bleue courait sous l'habitat principal, un conduit d'eau de fonte sous-glaciaire, un ancien tuyau de drainage pour l'installation. Elle ne figurait pas sur les plans officiels de la station que Vance examinait, mais elle figurait dans les données techniques brutes que X lui avait fournies. Oubliez la bombe, ordonna K d'une voix calme et autoritaire dans le chaos. On va tous chercher les otages. Mais on n'entre pas par la grande porte. Tandis que Vance observait depuis son trône de commandement virtuel, s'attendant à une ruée désespérée et précipitée, K mena son équipe vers une petite trappe de maintenance discrète à 50 mètres de l'avant-poste principal. Ils descendirent dans le tunnel de glace simulé, disparaissant du champ de vision direct du général. Il passait par son angle mort. Que fait-elle ? La voix de Vance résonna dans la chambre de simulation, teintée d'irritation. Elle abandonne l'objectif principal. Cal ignora et conduisit son équipe à travers l'étroit conduit glacial. Ils émergèrent par une grille au sol, directement dans la jonction d'alimentation principale de l'habitat, à 2 pièces des otages, contournant complètement la force symbolique des gardes. 2 minutes plus tard, les gardes étaient neutralisés avec une efficacité silencieuse et les otages étaient sécurisés. Le coup de Maître arriva. L'un des scientifiques secourus était une plante, un acteur programmé pour devenir un expert en cryosismique. Je peux désactiver l'appareil à distance, dit l'acteur, mais j'ai besoin d'accéder au terminal de commande principal du géodôme. Vance, observant les images, laissa un léger sourire effleurer ses lèvres. Le piège était toujours en place. Il s'attendait à ce que qu'amène une charge désespérée et de dernière minute à travers la glace jusqu'au géodôme lourdement défendu. Au lieu de cela, qu'attendit aux scientifiques une unité de communication tactique. Tu n'as pas besoin d'aller au terminal, dit-elle calmement. Le terminal doit venir à toi. Elle regarda son spécialiste en communication. Connectez-le. Accordez-lui un accès à distance complet. Utilisez les protocoles réseau que j'ai téléchargés ce matin. Dans le centre de commandement, Vance regarda, incrédule, la séquence de désamorçage de la bombe commencer à distance. K avait utilisé sa connaissance du réseau interne de la station, un autre don Dex, pour soumettre le système à sa volonté. L'horloge de l'écran principal s'arrêta à 0. Un instant plus tard, une voix calme et informatisée emplit la pièce. Dispositif désarmé. Otages sécurisés. Tous les ennemis neutralisés. Mission réussie. Vance fixait l'écran, le visage empli de fureur. Il avait construit la prison parfaite et Cassin. John avait traversé les murs comme s'il n'existait même pas. La victoire sans faille dans la simulation de la cascade de glace n'apporta pas à K un sentiment de triomphe. Elle lui apporta une lucidité glaçante. Elle n'avait pas gagné une bataille, elle avait simplement survécu à un round. Et ce faisant, elle avait blessé l'organe le plus vulnérable du général Vance, son orgueil. Un homme comme lui, embarrassé, ne reculait pas. Il s'intensifiait. La pression sur elle s'intensifia, devenant un poids tangible et étouffant.
Les murmures dans la caserne devinrent plus aigus, les regards plus intenses. Elle n'était plus seulement une outsider, elle représentait une menace directe pour l'ordre établi, et le système commençait à riposter de manière subtile. Ses demandes d'équipement furent soudainement retardées. Ses programmes d'entraînement furent accidentellement surchargés. C'était une campagne de 1000 coupures de papier, orchestrée par Hollandais, destinée à l'épuiser mentalement et émotionnellement avant même qu'elle ne pose le pied sur la lance d'Odin. Le sommeil était devenu un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir. Elle passait ses nuits dans un état d'hypervigilance, son esprit refusant de s'éteindre. Allongée sur son lit de camp, elle fixait le plafond, le fantôme de son mentor et le visage narquois du général luttant pour occuper une place dans ses pensées. Le doute, un serpent venimeux et indésirable, commençait à s'enrouler au creux de son estomac. Ce combat en valait-il la peine? Honorait-elle la mémoire de Rook, ou se livrait-elle à un acte suicidaire d'orgueil? Elle était fatiguée. L'épreuve physique d'un entraînement acharné était une chose, mais l'épuisement mental était une force plus profonde et plus corrosive. Elle se sentait isolée, un point de résistance unique face à une montagne entière. Elle se retrouva de retour au dépôt de matériel, le seul endroit où elle pouvait trouver une véritable solitude, la tablette durcie que X lui avait donnée projetant une lumière bleu pâle sur son visage. Elle parcourut d'innombrables lignes de code, des rapports de maintenance et des relevés géologiques, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui donner un avantage. Mais les données constituaient une forêt dense et impénétrable, et son esprit fatigué peinait à trouver un chemin. Elle traçait les plans du dernier obstacle de la lance d'Odin, une terrifiante ascension verticale connue sous le nom de « croc de givre ». Il s'agissait d'une ascension de 60 mètres, culminant par une traversée horizontale à travers un vide de 15 mètres jusqu'à la plateforme finale. C'était le champ de bataille choisi par Vance. Tandis qu'elle contemplait les dessins complexes des points d'ancrage de la ligne de traversée, sa vision commença à se brouiller sous l'effet de l'épuisement. Les lignes et les chiffres se mêlaient. Elle était sur le point d'abandonner, de céder à la fatigue écrasante, lorsque son regard tomba sur une anomalie. Il s'agissait d'une seule entrée dans un journal de maintenance datant de plus de 10 ans, consigné par un entrepreneur en génie civil. La plupart des entrées étaient sèches et techniques, coup de serrage des boulons 1 à 12, microfracture vérifiée. Mais cette entrée était différente. C'était une note manuscrite, scannée dans le système, annexée au rapport officiel. On pouvait y lire « Resserrage de l'ancrage 4C sur la ligne de traverse ». Le substrat rocheux de cette section est principalement constitué de schiste. Il est sujet à l'écaillage sous l'effet des vibrations à haute fréquence. Les tests de contrainte standard ne le détecteront pas. Un scanner par résonance sonique complet est recommandé. Probablement rien, mais mieux vaut prévenir que guérir. K se redressa brusquement, le doute qui la tenaillait l'estomac remplacé par une bouffée d'adrénaline pure. Elle consulta l'entrée. L'examen sonique recommandé n'avait jamais été effectué. Le commandant de la base de l'époque l'avait rejeté, le qualifiant de « dépense inutile ». Vibration haute fréquence. Les mots résonnèrent dans son esprit. Elle consulta les spécifications de la corde de traversée. C'était un mélange standard de nylon et de polyester à triple tresse. Elle en connaissait les propriétés par cœur. Elle connaissait aussi le style d'escalade du général Vance pour avoir visionné de vieilles vidéos d'entraînement. Il était tout en puissance, un métronome humain de traction lourde, rythmé et à basse fréquence. Il était fort, mais prévisible. Et si, pensa-t-elle, le cœur battant la chamade, on introduisait une seconde fréquence, complètement différente? Une vibration haute fréquence, plus légère, plus rapide. Que se passerait-il si ces deux ondes, la sienne et la sienne, se rencontraient à l'encre 4C? S'annuleraient-elles? Ou bien allaient-ils s'amplifier mutuellement, créant une résonance harmonique, une fréquence de « battement » capable d'exploiter précisément la faiblesse dont l'ingénieur avait parlé 10 ans plus tôt? Ce fut un instant de clarté stupéfiante. C'était une fissure dans la montagne. Le murmure d'un plan si audacieux, si ridiculement précis, qu'il pourrait bien fonctionner. Elle avait enfin son scalpel. Le général Vance se tenait dans sa suite de commandement, scrutant le formidable pic enneigé qui abritait le cours de la lance d'Odin. La simulation de la cascade de glace avait été un échec catastrophique, non pas au regard des paramètres de la mission, mais de son propre objectif. Il avait voulu montrer que Saint John était une intellectuelle fragile, dépassée par les événements. Au lieu de cela, elle l'avait ridiculisé. Elle n'avait pas seulement déjoué la simulation, elle l'avait rétroconçue, en avait pris le contrôle et l'avait soumise à sa volonté.
L'histoire se répandait déjà dans le corps des officiers, une anecdote humiliante sur le vieux Stonewall, déjoué par un sergent-chef. Son autorité, qu'il considérait aussi solide et immuable que la montagne qui se dressait devant lui, avait été manifestement remise en question. Son récit lui échappait, et il savait qu'il devait le reprendre, avec force et fracas. Hollandais, aboya-t-il en se détournant de la fenêtre. Organisez un rassemblement pour toute la base. Place the parade. 30 minutes. Le lieutenant-colonel hollandais, qui s'efforçait de se faire le plus petit possible dans un coin de la pièce, se redressa brusquement. « Monsieur, puis-je vous demander le but ?» Les yeux de Vance brillèrent d'une lueur nouvelle et dangereuse. « Changement de plan. J'en ai assez de jouer dans son monde d'ombre et de simulation. Il est temps de faire la lumière sur ce combat. Dans mon monde. » 30 minutes plus tard, le bataillon au complet était rassemblé, leur souffle embué dans l'air glacial, le soleil bas projetant de longues ombres dramatiques sur la place de parade. L'impatience était palpable, vivante. Vance monta à la tribune, sa présence rayonnant d'une gravité presque théâtrale. Il laissa le silence s'éterniser, faisant monter la tension, avant de prendre la parole, sa voix, amplifiée par la sonorisation, résonnant à travers le terrain. « Soldats, la semaine dernière, vous avez été témoin d'un défi. Une épreuve de philosophie. Vous avez vu le sergent-chef Saint John faire preuve d'une maîtrise technique considérable. » Il marqua une pause, laissant passer le léger compliment avant de retourner le couteau dans la plaie. Mais les simulations d'entraînement et le combat réel sont deux choses bien distinctes. Une vraie bataille n'est pas une énigme à résoudre. C'est une épreuve de volonté. Une épreuve de courage. Une épreuve du feu qui brûle dans l'âme d'un soldat poussé à la limite de son endurance. Il scruta les visages devant lui, son regard parcourant les rangs jusqu'à ce qu'il se pose sur K, immobile dans sa formation. J'ai vu ce feu s'éprouver dans les jungles du Sud et les déserts de l'Est. Je l'ai vu dans les yeux d'hommes qui n'avaient plus que la volonté de mettre un pied devant l'autre, de progresser d'un pouce vers la victoire. Il se pencha en avant, agrippant les côtés du podium. J'ai donc décidé qu'observer l'épreuve finale depuis un poste de commandement n'était pas suffisant. Il ne me suffit pas de juger. Je dois diriger. Une vague de murmures parcourut le bataillon. Je n'attendrai pas à la ligne d'arrivée de la lance d'Odin, déclara Vance, la voix montant crescendo. Je serai sur le parcours. Je courrai la dernière étape, de l'épine dorsale du serpent jusqu'au sommet, à vos côtés. J'escaladerai le crot de givre avec vous. L'annonce était un coup de maître en matière de relations publiques. Les soldats, surtout les plus jeunes, le regardaient avec une admiration nouvelle. Un général 4 étoiles, une légende vivante, allait courir avec eux. C'était un acte de leadership profond et inspirant. Mais K et ex-Corbin, qui suivait la retransmission en direct depuis son bureau obscur, savait ce que c'était, un pari brillant et impitoyable. Il changeait les règles. Il n'était plus un juge distant et objectif. Il s'immisçait directement dans la compétition, devenant un compétiteur. Il pouvait désormais utiliser sa présence physique pour l'intimider, lui imposer un rythme effréné destiné à la briser, l'engager dans un combat direct et physique, selon ses conditions, sur son terrain. Le défi n'était plus « si tu peux me faire tomber », mais « essaie de me faire tomber pendant que je m'efforce de t'écraser ». Le chèque, le million de dollars, n'était plus l'essentiel. C'était devenu une bataille primordiale, en tête-à-tête, pour la suprématie, qui devait se dérouler sur le flanc d'une montagne gelée, devant le monde entier. La nuit précédant le procès de la lance d'Odin était un véritable spectacle de contraste. La caserne vibrait d'une énergie nerveuse et exubérante. Les soldats riaient trop fort, racontaient des histoires exagérées de gloire passée et vérifiaient méticuleusement leur équipement avec une énergie frénétique, ce bruit collectif servant de bouclier contre la peur de l'épreuve à venir. Ils se préparaient à affronter la montagne. Cassin. John, quant à elle, se préparait à affronter un homme. Elle avait trouvé refuge dans l'espace silencieux et sonore d'une salle d'escalade intérieure, une installation habituellement utilisée pour l'entraînement de base, mais déserte à cette heure tardive. La seule lumière provenait d'un unique projecteur, puissant, qu'elle avait placé au pied de la paroi la plus haute, créant un îlot de lumière crue dans l'obscurité. Le seul bruit était le léger frottement de ses chaussures d'escalade contre les prises texturées et le son rythmé et contrôlé de sa propre respiration. Elle ne s'entraînait pas seulement, elle étalonnait. Elle transformait son plan audacieux et risqué d'un concept théorique en réalité physique. Sur le mur, elle avait utilisé du ruban adhésif de couleur pour reproduire parfaitement la traversée finale de 15 mètres du crot de givre.
Elle la parcourait en aller-retour, encore et encore, mais sa pratique était étrange. Elle ne s'entraînait pas pour la vitesse ou l'efficacité. Elle pratiquait un rythme. Ses mouvements étaient légers, incroyablement rapides et délibérément erratiques. Elle glissait sur quelques mètres, s'arrêtait, puis recommençait, ses mains et ses pieds n'étant plus qu'un mouvement flou. Elle apprenait à son corps à générer une vibration spécifique à haute fréquence, à devenir un diapason humain. Elle avait un petit accéléromètre sensible, emprunté à la réserve apparemment infinie de gadgets DEX, scotché à la corde. Après chaque traversée, elle vérifiait les relevés sur une tablette, comparant les fréquences générées au calcul qu'elle avait effectué à partir des notes du vieil ingénieur. C'était un processus minutieux et épuisant. Son esprit était un espace concentré et silencieux, excluant tout bruit extérieur de la base. Elle repensa aux leçons de Rook sur la mécanique des structures, expliquant que même les structures les plus massives possèdent une fréquence de résonance, un talon d'Achille harmonique. Elle pensa à la physique de la propagation des ondes, aux interférences constructives et destructives. Elle n'était plus seulement une soldate, elle était une scientifique menant l'expérience la plus importante de sa vie. Le $1 000 000 était un fantôme, une abstraction dénuée de sens. Le véritable prix était la validation. C'était l'occasion de prouver, de la manière la plus viscérale possible, que la philosophie pour laquelle Rook était mort était non seulement valable, mais supérieure. C'était l'occasion d'utiliser la plus grande force de Vance, sa puissance brute et prévisible comme un facteur de sa propre chute. Après des heures d'entraînement acharné, elle obtint enfin le résultat escompté. L'accéléromètre affichait une onde parfaite et hérissée sur l'écran de sa tablette, la signature haute fréquence dont elle avait besoin. Elle avait programmé ses muscles, transformant une équation physique complexe en une danse instinctive. Elle s'assit sur le sol rembourré, le corps endolori par la fatigue, mais l'esprit vif et clair. Elle rangea lentement et méthodiquement son matériel, ses mains agissant avec une assurance nouvelle. Elle nettoya chaque mousqueton, enroula chaque corde et vérifia chaque sangle de son harnais. Ce faisant, son regard tomba sur une petite photo délavée qu'elle avait glissée dans une poche de son sac. C'était une photo d'elle et de Rook, debout sur un sommet venteux après une ascension d'entraînement réussie, tous deux souriants, le visage rouge d'effort et de joie. Elle traça le contour de son visage souriant du doigt. « Il pense que la force est un monologue, Rook, murmura-t-elle à l'image. Une voix unique et forte. Je vais lui montrer que c'est une conversation. Et je sais créer une harmonie qu'il n'a jamais entendue. » Elle rangea soigneusement la photo dans son sac, se leva et sortit du gymnase. Le temps des préparatifs était terminé. L'aube et la montagne l'attendaient. L'aube se leva tard et à contre-cœur, une lueur pâle et aqueuse se détachant sur un ciel violet meurtri. Au pied de la lance d'Odin, l'air était raréfié et d'un froid mordant. Les 200 soldats qui formaient la dernière promotion se tenaient en formation silencieuse, leur souffle flottant dans l'air glacial tel des fantômes. Le parcours se profilait devant eux, un cauchemar de 8 kilomètres creusé dans la montagne. C'était un défi vertical conçu non seulement pour tester l'endurance physique, mais aussi pour miner systématiquement la volonté du soldat. Le premier kilomètre, surnommé « les dents du loup », était une ascension brutale et brûlante sur une pente raide d'éboulis meubles et tranchants, où chaque pas vers le haut était suivi d'une glissade d'un demi-pas vers le bas. C'était une pure épreuve de force et d'usure, destinée à départager les forts des faibles dès le départ. Lorsque la fusée de départ jaillit dans le ciel avec un cri perçant, le bataillon s'élança, une vague d'humanité s'écrasant contre la montagne. La première section fut chaotique. Les soldats les plus costauds, s'appuyant sur la puissance de leurs jambes, gravirent les éboulis, leurs grognements et leurs jurons résonnant dans l'air raréfié. K, cependant, se retint. Elle trouva un rythme, une allure régulière, presque méditative, ses bottes choisissant soigneusement des sentiers rocheux plus stables, le corps au ras du sol. Marathonienne au milieu d'une meute de sprinteurs, elle conservait son énergie, les yeux non pas fixés sur les soldats devant elle, mais sur la longue course à venir. Elle savait que les dents du loup n'étaient qu'un avant-goût. Les véritables défis l'attendaient, là où la puissance brute serait un handicap, non un atout. La deuxième étape était l'épine du serpent, le secteur où le général Vance et son aide de camp, hollandais, attendaient de rejoindre la course. C'était une longue crête ondulante de glace et de rochers, bordée de précipices abrupts. Ici, l'équilibre et le sang-froid priment sur la force. Alors que K et le groupe de tête franchissaient la dernière montée des dents du loup, ils l'aperçurent. Le général Vance se tenait au début de la crête, comme taillé dans la montagne elle-même. Vêtu de sa seule combinaison thermique,
son physique imposant, son expression exprimant une confiance suprême et inébranlable. Il emboîta le pas au coureur de tête, sa foulée puissante et galopante s'abattant sur le sol, imposant une allure fulgurante destinée à briser quiconque tentait de le suivre. Cal observait, la respiration contrôlée, le cœur battant à tout rompre. Elle ne cherchait pas à suivre son rythme. Elle se concentrait plutôt sur sa propre efficacité. Tandis que Vance franchissait les obstacles avec puissance, elle les contournait. Tandis qu'il utilisait ses bras pour se hisser sur les parois rocheuses, elle utilisait ses jambes, préservant la force du haut de son corps pour l'ascension finale. Elle était une véritable école de conservation du mouvement. Corbin, son partenaire silencieux, courait également le parcours, non pas comme concurrent, mais comme élément de soutien. C'était un coureur étonnamment habile, sa silhouette élancée se déplaçant d'une démarche maladroite mais efficace. Il gardait une position stable à une vingtaine de mètres derrière elle, tel un gardien silencieux et vigilant. Il portait un petit sac spécialisé, dont le contenu n'était connu que de lui et de K. Il était sa police d'assurance. Le parcours était impitoyable. Il leur offrait une succession d'obstacles, ramper dans un tunnel de glace claustrophobe, descendre en rappel une cascade gelée abrupte, marcher péniblement dans la neige jusqu'à la taille. À chaque étape, de nouveaux soldats s'éloignaient, vaincus par l'épuisement, les blessures ou la difficulté écrasante de l'épreuve. Le peloton s'éclaircissait, jusqu'à ce que seuls les plus résistants et les plus déterminés restent. Malgré tout, le général Vance demeurait en tête, moteur de puissance implacable, sa présence exerçant une pression psychologique constante sur tous ceux qui le suivaient. Il se retournait de temps en temps, son regard glacial cherchant K, une question silencieuse et moqueuse dans les yeux. En as-tu assez ? K se contentait de croiser son regard, son expression impassible, un masque de détermination, et continuait à son rythme régulier et implacable. L'écart se réduisait, non pas parce qu'elle accélérait, mais parce que son style explosif et inefficace commençait à faire ses ravages. La montagne était une bête patiente, et elle vidait lentement, mais sûrement, les réserves du général. Après 5 kilomètres de ce parcours exténuant, les concurrents restants se retrouvèrent face à l'obstacle le plus techniquement exigeant à ce jour, le fil du rasoir. C'était un pont de glace d'une effroyable étroitesse, une formation naturelle de neige gelée et de glace ancienne qui enjambait une profonde crevasse sombre. Large d'axe en grave peine 60 cm, le vent, canalisé par le gouffre, hurlait à travers lui avec une fureur sauvage et imprévisible. De chaque côté se trouvait une chute abrupte de 30 mètres dans une obscurité bleutée. Il n'y avait ni rampe ni ligne de sécurité pour cette section. C'était une pure épreuve d'équilibre, de courage et de maîtrise de la peur. Les instructeurs qui avaient conçu le parcours l'avaient conçu comme un formidable terrain d'égalité, un endroit où les soldats, costauds et musclés, étaient nettement désavantagés. Le général Vance atteignit le fil du rasoir le premier. Il s'arrêta un instant, puis s'y engagea avec une assurance qui confinait à l'arrogance. Ses pas lourds et puissants étaient assurés, mais ils envoyaient d'infimes vibrations tremblantes à travers la structure fragile. Il la conquérait par la seule force de sa volonté, imposant sa présence sur la glace. Les soldats qui le suivaient étaient plus hésitants. Ils avançaient lentement, les bras tendus pour garder l'équilibre, le visage pâle et concentré. Un jeune lieutenant, un fantassin à la carrure imposante qui suivait Vance, fit un pas, et une rafale de vent le déstabilisa. Son pied glissa sur la surface glissante. Il agita les bras en moulinet, un cri désespéré et silencieux au visage, avant de s'écraser sur la glace, la jambe pendant dangereusement au-dessus du gouffre. Il n'était pas tombé, mais il était cloué au sol, terrifié à l'idée de bouger, le corps tout entier figé par la peur. Les soldats derrière lui s'arrêtèrent, créant un goulot d'étranglement à l'entrée du pont. K arriva au goulot d'étranglement, le souffle toujours régulier. Elle vit le lieutenant paniquer, la peur dans ses yeux menaçant de le paralyser complètement. Elle vit le général Vance, qui avait déjà traversé le pont, se retourner pour regarder, une lueur d'agacement au visage face au retard. Il ne fit aucun geste pour l'aider. Dans son monde, un soldat qui vacillait était un soldat qui avait échoué. Il était un danger à laisser derrière. K savait que le moment était critique. Elle pouvait tenter de se faufiler derrière le soldat tombé, préservant ainsi son temps et son énergie pour l'affrontement final avec Vance. Ce serait le choix logique et tactique dans une course. Mais la voix de Rook résonna dans sa mémoire, n'abandonnez jamais un homme. La mission est importante, mais l'équipe est primordiale. Sans un mot, K détacha de son sac une petite bobine de corde légère et résistante. Ne bouge pas, cria-t-elle au lieutenant d'une voix aiguë et autoritaire, interrompant sa panique.
je viens à toi. Elle se mit à plat ventre, répartissant son poids le plus uniformément possible, et commença à ramper sur le pont de glace. Le vent la fouettait, tentant de la décoller de la surface, mais elle était comme une patelle, accrochée à la glace. Elle avançait avec une lenteur et un soin méticuleux, sous le regard stupéfait des autres soldats. Elle rejoignit l'homme terrifié, rapidement et habilement, passa la corde autour de sa poitrine et sous ses bras, la fixant avec un nœud souple. « D'accord, dit-elle, le visage tout près du sien. Écoute-moi. Je te tiens. Tu ne vas pas tomber. À 3, je veux que tu pousses avec ta jambe valide et que tu glisses vers moi. Je serai ton ancre. Compris ? » Le lieutenant, sa peur remplacée par la concentration d'un ordre direct, hocha la tête d'un air hébété. Cass raidit, enfonçant le bout de ses bottes dans la glace, et, à son compte, le lieutenant poussa. Elle supporta son poids, ses muscles se tendirent, la corde mordant ses gants. Lentement, centimètre par centimètre, elle le tira du bord, loin du gouffre, jusqu'à ce qu'il retrouve sain et sauf le sentier principal. Le sauvetage dura moins de 2 minutes, mais dans l'économie d'une course, ce fut une éternité. Elle avait sacrifié sa position, perdu un temps précieux et dépensé une énergie considérable. Tandis qu'elle enroulait sa corde, elle leva les yeux. De l'autre côté du gouffre, le général Vance l'observait, l'expression indéchiffrable. Il avait été témoin de son choix, sa décision de placer le bien-être d'un camarade soldat avant sa mission de le vaincre. Il s'attendait à ce qu'elle soit aussi impitoyable que lui. Son acte de leadership altruiste était une variable qu'il n'avait pas prise en compte, une manœuvre qu'il ne reconnaissait pas. Pour la deuxième fois, une fissure ténue apparut dans sa forteresse de certitude. Il se retourna et continua à gravir la montagne, mais sa démarche assurée était, pour la première fois, un peu moins certaine. Le dernier kilomètre de la lance d'Odin était une ascension verticale et déchirante au milieu d'énormes rochers glacés. C'était une véritable épreuve de courage, conçue pour drainer les dernières forces des concurrents avant qu'ils ne franchissent l'ultime obstacle. Lorsque Ka atteignit la large corniche plate au pied du Croc de Givre, elle ne pouvait plus compter que sur sa volonté et le souvenir de son mentor. Ses poumons brûlaient à chaque respiration et ses muscles hurlaient de protestation, mais son esprit était un sanctuaire de concentration froide et lucide. Le général Vance l'attendait sur la corniche. Il avait profité de son retard au fil du rasoir pour se reposer, récupérer. Il se tenait debout, les bras croisés sur la poitrine, l'air frais, puissant et totalement dominant. C'était un prédateur attendant que sa proie affaiblie trébuche dans sa zone de destruction. Une petite foule s'était rassemblée sur la corniche, instructeurs, personnel médical et le lieutenant-colonel hollandais, qui tenait un téléphone satellite, transmettant probablement une transmission audio en direct au commandant de la base. Ils étaient là pour assister à l'acte final, au point culminant du drame qui avait ravagé la base pendant des semaines. L'atmosphère était électrique, la tension si intense qu'elle semblait une présence physique. Ce n'était plus une course contre la montagne. C'était un duel. Tous les autres concurrents étaient loin derrière, sans rapport avec cette ultime confrontation personnelle. Vance laissa Ka monter sur la corniche, lui faisant sentir le poids de tous les regards posés sur elle. Il voulait qu'elle se sente isolée, épuisée et dépassée. Il s'approcha d'elle, ses bottes produisant un crissement sonore et délibéré sur le gravier, un son qui semblait amplifier son autorité. « Je dois l'admettre, sergent-chef », commença-t-il d'une voix grave et condescendante, suffisamment forte pour que la galerie d'instructeurs l'entende clairement. « Votre petite opération de sauvetage sur la crête était touchante. Une belle démonstration de camaraderie. » Il marqua une pause, un sourire cruel aux lèvres. « Mais pendant que vous jouiez au médecin, je préservais mes forces pour ça. Vous avez préféré le soldat à la mission. Une erreur noble, mais finalement fatale, à la guerre. Et une erreur fatale dans cette compétition. » Il fit un geste de la tête vers la falaise abrupte qui s'élevait à 60 mètres au-dessus d'eux. Le Croc de Givre. C'était une paroi verticale de granit sombre et intimidant, striée de glace. 2 cordes pendaient du sommet, menant à une petite plateforme. De là, l'unique ligne de traversée de 15 mètres traversait un gouffre jusqu'à la plateforme de victoire finale. Cela paraissait impossible. « Vos théories sont terminées, Saint John », poursuivit Vance d'une voix plus basse, plus personnelle, plus venimeuse. Il n'y a pas de chemins ingénieux ici. Pas de portes dérobées. Pas de protocole réseau à pirater. C'est un monde de muscles et d'os, de force de préhension et de gravité. C'est mon monde. Et dans mon monde, vous êtes irrémédiablement surpassés. Il reconstruisait son récit, réaffirmant sa domination,
essayant de la vaincre mentalement avant même le début de l'ascension. Il avait besoin de croire que ses succès jusqu'ici n'étaient que des coups de chance, des astuces qui seraient réduites à néant dans cette ultime et pure épreuve de puissance. K ne dit rien. Elle se contenta de se débarrasser de son sac, économe de ses mouvements, et commença sa dernière vérification du matériel. Elle étira les bras, le cou, concentrée sur elle-même. Son silence était un mur qu'il ne pouvait franchir, et cela le déstabilisait. Son sourire se crispa. « Je suis sportif, cependant », annonça-t-il en se tournant vers l'instructeur principal. « Donnez 30 secondes d'avance au sergent-chef. Laissez-lui goûter à la montée avant que je la dépasse. Ma victoire n'en sera que plus belle. » C'était l'acte suprême d'arrogance magnanime, une ultime déclaration publique de sa propre supériorité. L'instructeur principal, un sergent-major grisonnant au visage de carte routière, regarda K. Elle hocha simplement la tête, l'air indéchiffrable. Elle marcha jusqu'au pied de la corde de droite, essuya ses mains gantées et écorchées à la craie et leva les yeux. Elle ne vit pas de parois rocheuses. Elle vit un problème de physique. Elle vit l'encre 4C. Elle vit sa chance. Le décor était planté. Le public l'attendait. La bataille finale allait commencer. Le chronomètre du sergent-major retentit, un bruit anormalement fort dans l'air tendu de haute altitude. « Grimpeur, prêt. Votre handicap de 30 secondes commence. » K ne perdit pas une nanoseconde. Dès l'ordre, elle était en mouvement. Elle ne sauta pas sur la corde avec une énergie explosive. Elle s'y connecta, ses mouvements s'enchaînant dans une séquence fluide et efficace. Elle utilisa la technique de l'enveloppement français, une méthode qui s'appuyait davantage sur la puissance musculaire de ses jambes que sur celle, facilement essoufflée, de ses bras. Son corps était un ressort d'énergie contrôlée, son ascension fluide, rythmée et d'une rapidité trompeuse. Elle était une araignée, pas un gorille, concentrée sur une seule chose, préserver la force du haut de son corps pour la traverser. Les 30 secondes lui semblèrent à la fois une éternité et un instant. En contrebas, elle entendit le compte à rebours du sergent-major pour le général. 3, 2, 1, Géo. Le général Vance attaqua sa corde avec un rugissement guttural d'effort pur et primaire. Son ascension fut un spectacle de puissance brute et indomptée. Il ignora la technique, se contentant de hisser sa silhouette massive le long de la corde, main après main, ses biceps et ses épaules se contractant comme des pitons lovés. Sa progression fut étonnamment rapide, une démonstration de force brutale qui fit halter les instructeurs qui l'observaient en contrebas. Il était un train de marchandises, et K un vélo sur la même voie. Il commença à réduire la distance à une vitesse terrifiante, le son de ses grognements et de sa respiration laborieuse se rapprochant. « C'est le maximum que tu puisses faire, Saint John » hurla-t-il d'en bas, sa voix résonnant sur la paroi rocheuse. « J'ai vu des glaciers avancer plus vite que toi. C'est une ascension, pas un balai. » Il essayait de l'intimider, de pénétrer son esprit, de la forcer à abandonner sa technique. Elle ignora. Elle l'ignora, son monde se réduisant à la corde, à ses mains, à ses pieds et au rythme de sa propre respiration. Elle était une machine, chaque mouvement calibré pour une efficacité maximale. Qu'il brûle son énergie. Qu'il fasse son spectacle. Le croc de givre était un marathon de 60 mètres, et il sprintait sur les 100 premiers mètres. À mi-chemin, Vance avait pratiquement effacé son avance. Il grimpait sur une corde parallèle à moins de 3 mètres, le visage couvert d'un masque d'effort cramoisi, une lueur triomphante et prédatrice dans les yeux. Il était si près qu'il pouvait voir la fine couche de givre sur ses cils, l'intense concentration gravée sur son visage. Il la voyait faible, son ascension technique et mesurée confirmant sa conviction de son insuffisance. « Vous êtes fatigué, sergent » la railla-t-il d'une voix rauque. « Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt fini. Vous pourrez dire à tout le monde que vous y êtes presque. » Il était tellement absorbé par sa propre performance, tellement aveuglé par son arrogance, qu'il ne remarqua pas les détails subtils. Il ne remarqua pas que, si sa respiration était saccadée et explosive, la sienne était encore profonde et maîtrisée. Il ne remarqua pas que, si ses bras commençaient à trembler sous l'effort phénoménal, ses mouvements restaient fluides et réguliers. Et il ne remarqua certainement pas la pulsation rythmique presque imperceptible qu'elle introduisait maintenant dans son ascension, un balancement léger mais constant qui envoyait une vibration à haute fréquence, fine et aiguë comme une aiguille, remontant la corde vers les ancrages situés au-dessus. Il était le tambour tonitruant, et elle venait juste de commencer à jouer du violon. La symphonie disharmonieuse avait commencé,
ces ondes sonores voyageant invisiblement à travers la corde, fonçant vers leur point de rendez-vous à l'ancre 4C. D'une dernière traction explosive, le général Vance se lança sur la première plateforme, la petite corniche à 60 mètres du sol qui servait de point de départ pour la traversée finale. Il atterrit avec un bruit sourd, la poitrine haletante, mais son visage exprimait un triomphe pur et simple. Il se retourna et leva le poing vers le petit groupe d'instructeurs sur la dernière plateforme, de l'autre côté du gouffre, un geste clair de victoire. Il l'avait devancé au sommet. Dans son esprit, la compétition était terminée. Il se retourna, un rictus suffisant et condescendant au visage, tandis que K se hissait sur la plateforme quelques instants plus tard. Elle se déplaçait avec une grâce assurée, sans gestes inutiles, son visage, un masque neutre qui ne trahissait en rien la fatigue brûlante qu'elle ressentait. Un effort admirable, sergent-chef, dit Vance d'une voix teintée de faux éloges. Vraiment. Mais c'est ici que le jeu s'arrête. Observez attentivement. Voilà à quoi ressemble le vrai pouvoir. Sans lui laisser le temps de se remettre, il se retourna, attrapa l'épaisse corde de traversée de 15 mètres et se lança dans l'abîme. Sa technique témoignait de sa force brute. Suspendu sous la corde, il se hissa main après main, son corps oscillant légèrement à chaque traction puissante et rythmée. Il était un pendule humain, un métronome de muscles et de puissance, ses mouvements générant une puissante onde basse fréquence qui pulsait le long de la corde. Il était si confiant, si sûr de sa victoire, qu'il s'arrêta à mi-chemin du gouffre pour la regarder et savourer l'instant. « Préparez le chèque » cria-t-il, sa voix résonnant dans le vide. « Oh, attends. Tu n'en auras pas besoin. » C'était le moment que K attendait, la fenêtre d'opportunité précise qu'elle avait calculée et préparée. Au moment où il marqua une pause, de tout son poids, ses propres vibrations rythmiques résonnant encore dans la corde, elle passa à l'action. Elle ne se jeta pas sous la corde comme lui. Elle sauta au sommet, une technique connue des grimpeurs d'élite sous le nom de tyrolienne. Son corps était bas, son centre de gravité parfaitement équilibré. Puis elle se mit en mouvement, ses mains et ses pieds formant un mouvement flou, filant sur le haut de la corde comme un araignée d'eau à la surface d'un étang. Ses mouvements étaient légers, incroyablement rapides et délibérément arythmiques. Elle était une force chaotique, une scie sauteuse à haute fréquence. L'effet fut instantané et invisible. Ces vibrations chaotiques, à haute fréquence, entrèrent en collision avec ces puissantes vibrations rythmiques, à basse fréquence. Les deux ondes, au lieu de s'annuler, commencèrent à interférer, créant une fréquence de battement harmonique complexe, un frémissement violent et résonnant qui se propagea le long de la corde à la vitesse du son. C'était la fréquence exacte que l'ingénieur avait annoncée une dizaine d'années auparavant. La vibration, imperceptible à l'œil nu, frappa l'ancre 4C, l'ancre située à l'extrémité de la traversée de Vance. Le boulon, encastré dans le substrat rocheux schisteux, gémit sous cette tension harmonique unique. Le métal, soumis à une contrainte inédite, se déplaça dans son logement. Ce fut un mouvement de moins de 2 mm. Mais ce fut suffisant. La corde, maintenue sous une tension intense, glissa, s'affaissant dans un mouvement soudain et écœurant, juste sous la main du général. Pour un homme comme le général Alistair Stonewall Vance, dont l'existence entière reposait sur la certitude inébranlable du monde physique, l'affaissement soudain de la corde fut un cataclysme existentiel. C'était comme si la loi de la gravité avait été momentanément abrogée. L'univers solide et fiable qu'il commandait l'avait trahi. Une fraction de seconde de panique pure et simple traversa son visage, remplaçant l'expression suffisante du triomphe. Son esprit, habitué à la domination, ne parvenait pas à assimiler l'échec. Sa poigne, qui était d'une solidité de fer l'instant d'avant, devint celle d'un mortel. Ses doigts, luisants de sueur, perdirent prise sur la corde désormais instable. Son autre main, réagissant par pur instinct, s'agita sauvagement, frappant la corde sans parvenir à trouver une prise solide. Avec un cri étranglé et guttural d'incrédulité, un son arraché aux profondeurs de sa fierté, le général Vance tomba. La chute ne fut pas une gracieuse plongée dans l'abîme. Le harnais de sécurité obligatoire, un équipement qu'il avait toujours considéré comme une concession bureaucratique à la faiblesse, remplit sa fonction avec une efficacité brutale et mécanique. La corde secondaire se tendit brusquement, immobilisant sa silhouette massive avec une force qui lui coupa le souffle. Il resta suspendu, tournoyant lentement comme une marionnette brisée, 6 mètres sous la ligne de traversée, tel un pendule impuissant dans le vide immense et silencieux entre les deux falaises. Il était un monument renversé de son piédestal. Au-dessus de lui, K ne faiblit pas.
Elle ne s'arrêta pas pour le regarder tomber. Elle ne baissa pas les yeux pour savourer sa victoire. Sa concentration était absolue, son objectif unique. Elle poursuivit son mouvement régulier et rapide au sommet de la corde, les yeux fixés sur la plateforme finale. Elle atteignit le bord, balança ses jambes avec une aisance experte et planta fermement ses 2 pieds sur le sol solide de la ligne d'arrivée. Elle a fixé sa ligne de sécurité au point d'ancrage avec un claquement métallique décisif. Le bruit rompit le charme. Un profond silence de stupeur s'était abattu sur toute la montagne. Les instructeurs sur la plateforme restaient bouche bée. Le lieutenant-colonel hollandais, toujours à la main avec son téléphone satellite, semblait avoir vu un fantôme. Même le vent implacable de l'Alaska semblait s'être arrêté, incrédule. L'invincible Stonewall Vance, icône de la puissance militaire, le marteau des dieux, avait été vaincu. Il était pendu à une corde, symbole de son propre échec, tandis que le petit sergent-chef silencieux qui l'avait publiquement moqué et tourmenté sans relâche se tenait victorieux, la posture calme, la respiration déjà normale. Le silence fut enfin rompu par le sergent-major qui, retrouvant son calme professionnel, alluma sa radio. « Nous avons un vainqueur », annonça-t-il d'une voix glaciale sous le choc. « Sergeant Chef St. John. Nous avons un homme à la mer. » K s'approcha du bord de la plateforme et baissa les yeux vers le général suspendu. Il avait cessé de tourner et la regardait, le visage parcouru d'émotions contradictoires, une rage incandescente, une honte sans fond et une pointe de confusion brute et incompréhensible. « Comment » grinça-t-il, le seul mot signifiant capitulation. C'était la question d'un homme dont la religion tout entière venait d'être démentie. K le regarda, non pas avec triomphe, ni avec malice, mais avec une pitié calme, presque clinique. « Vous aviez raison, général, dit-elle d'une voix ferme et claire, qui portait aisément dans l'air anormalement calme. Vous disiez que ce monde était un monde de force de préhension et de gravité. Vous avez simplement oublié la résonance harmonique. » Les suites de la chute du général Vance furent gérées avec la discrétion discrète et efficace que l'armée réserve aux situations les plus embarrassantes. Une équipe d'instructeurs hissa rapidement et professionnellement le général sur la plateforme. Il resta silencieux, le visage figé, refusant de croiser le regard de quiconque. Il fut immédiatement escorté jusqu'à un hélicoptère qui l'attendait, qui décolla et disparut au-dessus de la crête, emportant avec lui les débris d'une légende. La version officielle, relayée par un Hollandais muet, était qu'une « panne d'équipement catastrophique et imprévue » s'était produite à un point d'ancrage principal. C'était une explication claire et nette qui masquait la vérité comme une couche de neige fraîche. Mais chaque soldat sur cette montagne, et bientôt chaque soldat de la base, savait ce qu'il avait vu. Ils avaient vu David vaincre Goliath, non pas avec une pierre porte-bonheur, mais grâce à une compréhension supérieure de la physique. 2 jours plus tard, le sergent-chef St. John fut convoqué au bureau du commandant de la base. Le bureau était une grande pièce lambrissée, décorée des portraits officiels des anciens commandants et des drapeaux de la nation et de l'État. En entrant, elle trouva le général Vance qui l'attendait. Il n'était pas accompagné de Hollandais. Il était seul. Il portait son uniforme impeccable de classe A, les rangées de rubans et de médailles sur sa poitrine contrastant vivement avec son expression pâle et tirée. Il semblait diminuer, l'aura démesurée qu'il dégageait désormais contenue et atténuée par le cadre formel de la pièce. Sur le vaste bureau poli qui les séparait, un unique chèque de banque impeccable était posé. K pouvait lire le montant d'où elle se tenait, $1 million. Un marché, commença Vance d'une voix basse et rauque, dénuée de son ton habituel, est un marché, sergent-chef. Il fit un geste las vers le chèque. Il ne lui demanda pas de s'asseoir. Il ne soutint pas son regard. Il fixa par la fenêtre le sommet lointain et indifférent de la lance d'Odin. K s'avança jusqu'à se tenir devant le bureau, mais elle ne fit aucun geste pour prendre le chèque. Elle regarda l'homme devant elle, pour la première fois, elle ne vit ni le tyran arrogant qui s'était moqué d'elle, ni le fantôme du commandant qui avait envoyé son mentor à la mort. Elle vit autre chose, un homme qui avait bâti toute son identité sur un seul pilier inébranlable, et qui était désormais contraint de vivre dans les décombres après l'effondrement de ce pilier. La vengeance, réalisa-t-elle, était un repas superficiel et insatisfaisant. Ce n'était pas une question d'argent, général, dit-elle d'une voix calme et ferme. Elle posa la main sur le chèque, le papier frais et lisse sous ses doigts. Puis, d'un geste lent et délibéré, elle le repoussa sur le bois poli jusqu'à ce qu'il repose devant lui. Vance tourna enfin la tête, ses yeux bleus glacés, désormais embrumés par la confusion, croisant les siens. Alors de quoi s'agissait-il ? Demanda-t-il d'une voix à peine murmurée.
Il s'agissait de prouver que la force a plusieurs formes, répondit K en se redressant, sa voix gagnant l'autorité tranquille qu'elle avait acquise au flanc de cette montagne. Il s'agissait de prouver que l'esprit est l'arme la plus efficace dont nous disposons. Il s'agissait d'honorer la mémoire d'un homme qui le savait, le commandant Alex Rook Bishop. Elle recula d'un pas. Gardez votre argent, général. Ou mieux encore, utilisez-le. Utilisez-le pour créer quelque chose qui fera vraiment la différence. Financez un nouveau programme. Une nouvelle doctrine d'entraînement. Un programme qui enseigne aux soldats à réfléchir, à élaborer des stratégies, à user de leviers et de précision. Un programme qui valorise le scalpel autant que le marteau. Donnez-lui le nom de Rook. Laissez-lui un héritage qui sauvera des vies, au lieu d'un héritage qui ne fera que leur coûter. Elle soutint son regard un long moment de silence, laissant le poids de ses paroles s'installer dans la pièce silencieuse. Puis, elle lui fit le salut le plus vif et le plus précis de sa carrière, tourna les talons et quitta le bureau, laissant le général Vance seul avec son chèque, ses fantômes et les ruines de ses convictions. Alors que Cassin John s'avançait dans la lumière vive et froide de l'Alaska, elle marchait avec une légèreté nouvelle, le poids du passé enfin libéré de ses épaules.